Bonjour madame, bonjour monsieur et bienvenue sur le plateau de Dialogue. À cette émission, nous essayons chaque semaine d'aborder un des enjeux sociaux les plus importants dictés par l'actualité et d'en analyser les effets et les conséquences et surtout ce que nous pouvons faire comme citoyens pour dépasser ces enjeux-là. Cette semaine, la question que nous nous posons, le féminisme est-il dépassé ? Est-il une vieille histoire du passé ou est-il une perspective d'avenir pour la société québécoise? Nous avons invité pour débattre de cet enjeu Thérèse Miron, qui est une théologienne critique, une journaliste également. Mais nous avons aussi d'abord une première invitée qui est la directrice et la responsable des recherches et des études féministes à l'UQAM. Bonne émission à vous. Cela fait presque 10 ans que Rachel Gagnon est professeure à l'UQAM. Titulaire d'un doctorat en histoire et d'une maîtrise en droit, avocate et membre du barreau, Rachel Gagnon s'intéresse en particulier aux représentations sexistes des femmes dans les médias canadiens et dans notre système judiciaire. Bonjour, Madame Gagnon. Bonjour. Alors aujourd'hui, le féminisme est-il dépassé? C'est la question du jour. C'est une fausse question, bien sûr, mais ça sera des vraies réponses. Alors d'abord, historiquement, j'ai essayé de regarder très rapidement et je me suis rendu compte qu'il y a eu une première vague, un peu la vie en rose, là, où tout allait très bien et le féminisme n'était pas triomphant, mais enfin, il était sur toutes les tribunes. La vie en rose, c'était 20 000 exemplaires à chaque fois, pas n'importe quoi. Et puis, en 89, il y a eu la tragédie de Polytechnique, M. Lépine, qui a tué 14 femmes. Bon, alors, à partir de là, on a l'impression qu'on tombe dans la nuit, en quelque sorte. Et puis, qu'on assiste maintenant très timidement depuis quelques années, d'où notre question impertinente de tantôt, à un second début, c'est ce que dit Francine Pelletier, l'ancienne directrice de La Vie en Rose. Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier rapide? Bien, en fait, je pense qu'on ne peut pas dire que le féminisme ait jamais connu une croissance exponentielle et constante. Hein. On a eu des grands moments. Ensuite, il y a eu de ce qu'on a documenté comme étant le phénomène du backlash, là, que j'emploie le mot en anglais parce que c'est beaucoup les féministes états-uniennes qui ont documenté ce phénomène-là. Et en fait, le féminisme a toujours eu des ennemis quand même assez tenaces depuis ses premiers balbutiements. Les 30 Glorieuses ont été un moment d'effervescence pour tous les mouvements de revendication. Donc, c'est normal qu'à l'intérieur des 30 Glorieuses, il y ait eu un espace pour les féministes qui était privilégié parce qu'il y avait un espace privilégié pour tous les groupes revendicateurs. Simone de Beauvoir, le deuxième sexe des années 50. C'était là, oui. Puis c'est ça, parce qu'on peut faire remonter, en fait, les balbutiements du féminisme québécois et occidental un petit peu avant. Mais les années 60, 70, c'est des grandes années. C'est des années de changements sociaux. C'est des années de transformation. On va ouvrir l'UQAM. Il y a vraiment, il y a comme un élan de démocratisation du savoir, de démocratisation du pouvoir. Donc, on est vraiment là-dedans. Et la crise du pétrole, la crise des années 80, vient un peu rompre cet élan-là. Et en termes, pour les féministes, le point de rupture qui va achever finalement la chute de cet élan-là, c'est 89. C'est la tuerie de Polytechnique, qui va être d'autant plus terrible que non seulement 14 jeunes femmes vont mourir parce qu'elles sont des femmes, c'était leur faute, mais en plus, on va attaquer les féministes et on va même reprocher la mort de ces femmes-là aux féministes. Ce qui, comme à si mon les sens... féministes avaient été trop loin. Hein? Oui, et on est responsable de tout, et de El Niño, et du reste. Et ça a été vraiment, ça a été rajouté un peu l'horreur à l'injure. Mais, et là, il y a eu comme un creux de vague. Les années 90, de façon générale, en termes de revendications sociales, ne sont pas des années très riches. C'est des années moroses, c'est les années des X, c'est vraiment, il y a comme une espèce de
de tristesse généralisée, de morosité qui est assez étendue, qui a frappé beaucoup le mouvement féministe aussi. Mais les années 2000, l'arrivée de nouvelles générations, l'émergence des réseaux sociaux, selon moi, contribuent beaucoup à remettre en selle les féministes. Il y a un regain d'intérêt pour les questions féministes. Et il y a toute une nouvelle génération de jeunes femmes qui ont cessé de croire au mythe de l'égalité déjà là. Et ça, pour nous, c'est extraordinaire parce qu'on voit une relève féministe extrêmement dynamique en ce moment chez nous. OK. J'ai préparé cette émission. Donc, je suis bien contente de l'apprendre. Oui. Et vous m'avez passé un texte, écoutez, une citation pour commentaire. Le féminisme est d'abord et avant tout une proposition révolutionnaire qui demande un changement radical du monde qui nous entoure. De quoi faire peur, vraiment? Non? Bien, j'espère un peu. Oui. Mais de toute façon, le féminisme n'a pas besoin de ces termes-là pour faire peur. Hein? Il fait peur d'emblée. Okay. Mais c'est vrai, le féminisme, c'est une révolution. C'est un changement radical, puis j'affirme vraiment mon petit côté féministe radical là-dedans, parce que c'est un renversement des paradigmes, parce que le postulat millénaire, c'est qu'il existe deux sexes, un sexe masculin dominant, un sexe féminin qui est le deuxième membre de l'équipe, qui est au service du sexe dominant, et que c'est très bien comme ça, et ça s'appelle la complémentarité, et tout le monde est heureux, et les femmes sont heureuses d'être des femmes, et les hommes sont heureux d'être des hommes. Et le féminisme est venu complètement jeter ça à terre. C'est un bouleversement qui touche aux structures les plus essentielles de la civilisation. Là, on s'en est même pris à la structure essentielle de la famille, qui est vraiment l'unité de base sociale. Il n'y a pas de mouvements révolutionnaires qui ont osé aller aussi loin dans leur déconstruction de la société quand même. Et on a fait ça sans tuer personne. C'est quand même pas pire. Autrement dit, c'est pas seulement une revendication égalitaire, comme on pourrait la trouver dans d'autres segments de la population, comme les autochtones, comme les immigrants ou les allophones, qui réclament une égalité de statut. Ça va beaucoup plus loin que ça. Bien, en fait, je pense qu'en ce qui concerne les femmes, de simplement demander l'égalité réelle en soi, c'est révolutionnaire. Okay. Parce qu'on part de tellement loin, puis l'idée de la complémentarité des sexes est tellement profondément ancrée que déconstruire ça et amener autre chose, c'est demander un changement des mentalités qui est plus qu'évolutif, à mon humble avis. Okay. Je parlais tout à l'heure, c'était pas innocent, des différences de culture. Vous y faites allusion dans votre texte, d'ailleurs. En parlant de la diversité, en essayant de la promouvoir, il y a aussi une diversité dans le monde féministe, mais, dites-vous, il semble qu'il y ait une tolérance ou une absence de tolérance interne entre les gangs de féministes. Est-ce qu'il y a un bon féminisme et puis un mauvais? Bien, c'est le débat. Puis là-dessus, je tiens, parce qu'on a beaucoup cherché des fois à déstabiliser le mouvement féministe en disant « vous n'êtes pas capable de vous entendre entre vous, les féministes sont en querelle, elles ne savent pas de quoi elles parlent ». Mais en fait, beaucoup de mouvements sont en débat interne. Si on prend les mouvements communistes, les trotskistes qui détestent les léninistes et tout ça, il y a quand même, dans les grands mouvements idéologiques, il y a des courants, des sous-courants, tout le monde ne s'entend pas, c'est pas le bonheur sur Terre. Les féministes, étant donné que c'est un mouvement critique, bien, c'est clair qu'à un moment donné, tout passe à l'aune de la critique. C'est l'essence de la théorisation féministe, c'est de critiquer ce qu'on considère ne fonctionne pas comme il devrait. Et en quelque part, il arrive un moment où on va finir par se critiquer entre nous. Parce qu'il y a cette espèce de, je dirais, de tentation vers la pureté qui amène certaines et certains à espérer un féminisme qui serait idéal, parfait, qui serait le bon féminisme. Et là, bien évidemment, une fois qu'on a construit notre image du bon féminisme, on va regarder les autres, on va se demander dans quelle mesure ils correspondent à cette image-là. Et on le voit, il y a des débats féministes qui portent sur cet enjeu-là. On l'a vu dans toute l'affaire qui a entouré, entre autres, Beyoncé, lorsqu'elle s'est affirmée féministe, cette chanteuse populaire états-unienne. Et ça a suscité des débats à plus finir, parce qu'il y a des féministes qui étaient outrées qu'elle s'auto-définisse féministe. Ils se sont dit, mais de quel droit
québécois, comment peut-elle? Emily Watson, lorsqu'elle a lancé la campagne E4She, a été vertement critiquée par certains mouvements féministes. Et il y a cette espèce de tentation de la pureté là, qui nous habite. Je pense que un angélisme, quoi? Oui, bien peut-être, ou cette espèce d'idée qu'on peut construire un féminisme idéal et qu'on a comme mission de toutes correspondre à cet idéal féministe-là, et que quelqu'un, quelque part, aurait le monopole de cette définition-là, ce contre quoi je m'inscris en faux. Je ne crois pas à ça. Il y a un problème comme il y a un problème dans la société tout entière, finalement. Bien, je pense que cette espèce de construction où on cherche comme un idéal de quelque chose, puis on se met à reprocher à tous les autres de ne pas ressembler à ça. On le voit dans beaucoup de discours idéologiques, là, quand même. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de la part de certaines femmes et de certains hommes, peut-être dans ceux qui nous écoutent, une peur de l'assimilation complète, c'est-à-dire il n'y a pas de nature féminine, il n'y a plus de culture féminine. Tout à l'heure, vous disiez, il n'y a plus de famille. Enfin, vous ne disiez pas ça, mais vous faites, bon, qu'est-ce qui reste? Est-ce que les gens n'ont pas peur que le plancher leur divague sous leurs pieds, quoi? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a un enjeu à ce niveau-là, surtout maintenant qu'on a introduit les théories queer qui visent une déconstruction complète du genre. Là, on est rendu aussi loin de dire qu'il n'existe pas de sexe masculin ou de sexe féminin, que tout ça, c'est dans nos têtes. Et tout le mouvement transgenre, justement, vise à faire la démonstration qu'en quelque part, on choisit son sexe et pas seulement son genre, et que finalement, il n'y a pas de différence entre les deux et que tout est dans notre imaginaire. Judith Butler va parler du fait qu'on performe nos sexes. Et donc, finalement, même le biologique ne résisterait pas à l'analyse féministe, puis on est rendu, bon... Et c'est certain que ça doit être extrêmement déstabilisant, même pour certaines féministes, d'ailleurs, aussi, pas seulement pour les gens qui ne le sont pas, qu'on en vienne vraiment à déconstruire l'idée même d'une coexistence d'un genre féminin et d'un genre masculin. Oui. En allant peut-être un peu plus loin, je ne sais pas, mais moi, j'ai toujours pensé que j'étais, par certains côtés, que j'étais une femme par sensibilité, par culture, etc., par mon histoire familiale. Autrement dit, que c'était pas seulement le genre humain, on le coupe en deux, à droite les femmes, à gauche les hommes ou le contraire, mais ça traverse les individus aussi. Bien, en fait, je pense que l'enjeu, c'est de se demander, est-ce qu'on doit continuer à réfléchir nos caractéristiques comme étant soit masculines, soit féminines? Est-ce que la douceur doit impérativement être féminine? C'est ça. Est-ce que la rigueur doit impérativement être masculine? Donc, l'enjeu central, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une recomposition des caractéristiques humaines qui nous demanderait de dire que finalement, il n'y a pas de caractéristiques masculines ou féminines? On est des êtres humains avec chacun nos qualités et nos défauts. Et le fait d'avoir des ovaires ou de pouvoir faire des spermatozoïdes serait une caractéristique de la même nature qu'avoir les yeux bleus ou les cheveux blonds. Rien de plus. C'est ça, puis à la limite, avec 100 000 ans de plus, ça pourrait se corriger même au niveau biologique. Exactement. Bien, vous savez, il y avait un penseur, je pense que c'est Karine Malberg, qui disait que dans le Parlement anglais, on pouvait tout faire sauf changer un homme en femme. Mais là, maintenant, c'est même plus le cas. Donc, je pense qu'on a atteint un niveau de civilisation où on peut se permettre de remettre en question ces éléments. Puis en même temps, c'est très déstabilisant. Comme vous-même, vous le disiez vous-même, il y a quelque chose d'extrêmement déstabilisant à dire on va arriver à un noyau où on va regarder un être humain puis on va être incapable de dire si c'est un homme ou une femme. OK. Mais est-ce que c'est déstabilisant? Moi, je trouve pas. Moi, je trouve ça fabuleux. Mais... Ben oui, une complémentarité interne et une complémentarité sociale, ça peut être très innovateur, ça peut être un facteur de ce qu'on appelle le progrès, ça peut être beaucoup de choses, et notamment, ça pourrait... Cette maudite violence qu'on retrouve partout dans les rapports hommes-femmes, on en reparlera aussi avec Thérèse Miron tout à l'heure, mais il me semble que ça serait un chemin vers les bonnes mœurs, comme on dit. Bien, sûrement que ça changerait les rapports sociaux, certainement, puis ça changerait la construction de certains rapports de violence. Ça, c'est évident. Et à la limite, certaines vous diraient que les problèmes de rapports de violence qu'on a, ce qu'on appelle la culture du viol, c'est d'ailleurs un mouvement de résistance à cette déconstruction-là des sexes et des genres et à cet avènement-là de l'individu qui serait
ni féminin ni masculin, mais qu'on verrait d'abord et avant tout comme une personne humaine. Là. Alors, dans ce débat-là, vous êtes professeur à l'UQAM, ce qui n'est pas ni une vertu ni un défaut. Je suis passé par là. Qu'est-ce qu'une juriste vient faire là-dedans? Une philosophe, une anthropologue, je pense à Mme Badinter, je pense tout à l'heure à Simone de Beauvoir. Je dis, qu'est-ce qu'un avocat membre du barreau? Je comprends le droit de la famille, etc., mais chez vous, ça va plus loin que ça, donc Ah, ben oui. je vous surprends. Là. Je dois te dire, en passant, que je ne suis malheureusement plus membre du barreau. J'ai renoncé à mon titre récemment. OK. Une petite économie de quelques centaines de dollars. D'un millier et quelques de dollars. Donc, mais je demeure juriste. Et, en fait, non, je trouve que c'est, en quelque part, c'est la logique c'est tout à fait logique dans mon cheminement personnel. Premièrement, je trouve que les avocats, les juristes, on joue un rôle déterminant dans la lutte pour l'égalité, parce que le droit, c'est l'outil de prédilection qui soit va amener à une plus grande égalité ou soit a permis de maintenir les inégalités à certaines époques. Tout passe par le droit. Le droit, c'est l'outil de contrôle social par excellence. Donc, quand on a une société sexiste ou raciste, l'outil qu'on va utiliser, outre la répression armée et la terreur, ça va être le droit. Donc, pour les juristes, on joue un rôle assez central. Donc... Autrement dit, est-ce que le droit... Je comprends très, très bien que dans une société de civilisation, c'est très utile. Sauf que ça fait traîner les choses en longueur aussi. Bien, je pense qu'il y a tout un enjeu de réflexion, justement, autour de l'usage qu'on fait du droit. Et est-ce que le droit est vraiment l'outil de soutien et d'émancipation qu'il devrait être? Est-ce qu'on n'a pas des autorités en place qui ont appauvri l'appareil judiciaire, qui le privent de ressources, le privent de moyens et amènent ces délais-là ou ces problèmes-là? La question de la gestion de la justice, pour moi, est une question centrale. Puis c'est un problème qui est d'autant plus profond et malheureusement auquel on a d'autant moins de réponses que dans les enjeux politiques, le droit, c'est souvent l'enfant pauvre. Hein. On l'a vu depuis la fin du 20e siècle. Le ministre de la Justice, c'est plus un ministre principal dans les cabinets ministériels. On accorde moins d'importance au droit, au système de justice. Il y a des acteurs sociaux, surtout les acteurs économiques, qui ont pris beaucoup plus de place. Et je pense que ça se répercute dans la possibilité qu'on a d'avoir accès à une justice efficace. Et ça se répercute justement dans notre capacité d'avoir accès à... C'est donc pas en contradiction avec proposition révolutionnaire? Non. Bien, le droit nous permet peut-être pas de faire la révolution, par exemple, ou moins. C'est peut-être pas l'outil révolutionnaire par excellence. Ça, je vais être d'accord avec vous. Bon. Donc, on va tout à l'heure certainement parler des perspectives d'intervention et des perspectives collectives. À propos de collectif, j'aimerais vous faire réagir par rapport à ça, effectivement. J'allais dire, la parole des femmes, d'une façon générale, est à la fois une parole qui vient de l'intimité, qui vient vraiment aller chercher la personne dans sa définition d'elle-même, mais en même temps, c'est une force sociale collective, hein, et c'est peut-être cette complémentarité qui est difficile à incarner, non? Bien, mais je pense en fait que cette espèce de séparation de l'intime et du public est une fausse séparation, qui servait d'un objectif plus général de mettre l'intime et l'intimité dans la cour des femmes, loin des projecteurs, et de garder le public dans la cour des hommes. Et une des grandes revendications des femmes, ça a été justement de dénoncer, c'est ça. Et comment on peut le faire? Bien, c'est en reliant les deux. Puis je pense, entre autres, à Nicole Brossard, qui était une grande poète et qui a beaucoup travaillé cette idée-là quand elle dans ses différents textes, cette idée du « tout part de la cuisine » et « tout va vers l'extérieur ». Virginia Woolf qui va parler de la chambre à soi et tout ça. C'est pour les femmes... Denise Boucher aussi. Oui, exactement. Donc, cet enjeu-là de faire sortir l'intime vers l'extérieur, puis de dire que l'intime appartient aussi à la revendication d'occupation de l'espace public. Première partie de l'entrevue, ça s'est bien passé, je pense. Oui. Alors, nous allons maintenant inviter Thérèse Miron à nous rejoindre pour la deuxième partie de cette émission. Merci beaucoup, Madame Chagnon. Bonjour Thérèse. Thérèse Miron est une habituée de l'émission Dialogue. Elle s'est elle-même souvent définie comme théologienne critique. Elle est aussi journaliste et responsable multimédia
à Ovidec Média qui coproduit l'émission Dialogue. Bonjour Thérèse. Bonjour Jean. Vous venez d'entendre Madame Rachel Chagnon qui nous a un bon niveau de contenu, comme on dit. On n'a pas été obligé de lui tirer les affaires. Ça s'est fait la joie de l'intervieweur, c'est ça que ça veut dire. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est le féminisme est-il dépassé? Elle va d'ailleurs nous écouter pendant cette entrevue aussi, puis on la retrouvera donc tout à l'heure. La question sur laquelle j'aimerais qu'on travaille, et on parlait en préparant cette émission tantôt de la tentation des pessimismes, je dirais, c'est le rapport au corps. D'ailleurs, vous êtes venu à cette émission avec Mme Lafontaine là-dessus. Je vais vous la poser, la question, d'une façon faussement naïve, mais je vais prendre l'exemple de Marcel Aubu. Bon. Après, je pourrais prendre l'exemple beaucoup plus dramatique du docteur congolais là, qui est en train de rétablir un certain nombre d'organes qui ont été excisés, meurtris, été arrachés aux femmes du Congo. Puis il y en a plusieurs centaines de milliers, là, c'est pas n'importe quoi, hein, le docteur Mukwege. Bon, je pense aussi au viol du Nouvel An à Cologne. À Tokyo, une image du métro. Il y a des métros réservés aux femmes maintenant. Est-ce que ça va finir? Voilà. Il y en a marre. Oui. Vous évoquez des situations qui reflètent d'une façon très poignante un problème qui n'est pas réglé. Alors, et dans les métros, on dit que, et il n'y a pas juste Tokyo, il y a en France, il y a partout. Oui. On dit qu'à Montréal, c'est moins présent, mais reste à voir. Cette façon d'aborder les femmes d'une manière, disons, irrespectueuse, cette façon de lancer des boutades lorsque il y a des femmes. Le conquérant agressif. Exactement. C'est ça. Et de dire des choses parfois méchantes et méprisantes, assurément. Alors, là, on parle du métro, bien entendu, mais ça peut être dans un autre endroit public. Oh oui, tout à fait. Bon. Tout à fait. Alors, comment se fait-il que M. Aubu s'est pas fait casser la figure? On pourrait dire ça comme ça. Autrement dit, pour ça que je disais faussement naïf tout à l'heure, comment ça se fait que ça arrive pas aux hommes? D'être violenté et de recevoir des coups. Oui. Mais pourquoi c'est vraiment les femmes essentiellement? C'est toujours cette situation de secondaire, c'est pas grave. Moi j'ai lu récemment de Statistique Canada. On révèle qu'il y a, le pourcentage est moindre, c'est bien entendu, mais qu'il y a aussi des hommes qui, dans leur vie conjugale, se font frapper, se font molester, insulter, etc. Bon, évidemment, vous allez me dire, la proportion, elle est moindre que par rapport à celle des femmes. Mais ce qui, à mon avis, veut dire, suite à ce que Madame évoquait avec brio, c'est que le rapport femme-homme, ou cette relation qu'on essaie d'instituer entre des personnes est déficient. Il y a encore cette façon de concevoir ou de vouloir maintenir que le corps de la femme, c'est un corps qui est moindre, qui n'a pas les mêmes, on pourrait dire, prérogatives que le corps de l'homme, et c'est un corps qu'on peut abuser, qu'on peut utiliser à l'outrance et qu'on peut, en tout cas, parce qu'il y a tellement de cas, de situations. Vous avez évoqué la question du viol dans le temps des guerres, lorsqu'il y a des guerres, et ça, c'est pas il y a 1000 ans, c'est maintenant. Alors, le viol est utilisé comme arme guerrière. Ah oui. Et ça dit, écoute, c'est moi le dominant, je te domine, et j'espère que les autres vont s'en rendre compte. Parce que souvent, ça se fait publiquement. Pourquoi? Pour que les gens, devant une pareille situation, se disent « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? » Et ça crée la peur, ça crée l'inquiétude, ça crée l'horreur. Et souvent, cette utilisation du viol dans des situations de guerre
est fait publiquement. Oui, oui, tout à fait. Ou l'excision dont on Ah parlait. oui, bon, l'excision, ça c'est un autre aspect. L'excision, il y a eu, même en Afrique ou ailleurs où c'est fait, de l'éducation qui a été faite auprès des femmes pour leur expliquer quelles étaient les conséquences de ça. Parce que l'excision, d'abord, c'est une pratique qui est extrêmement douloureuse, d'une part, et c'est une pratique qui peut souvent avoir des conséquences graves. On parle d'infection, on parle d'infection urinaire, d'infection au niveau génital, et il y a des petites filles qui en meurent. Bon. Il y a aussi des petites filles devenant femmes qui sont stériles à cause de ça, parce que a été infecté ou brisé à l'intérieur de leur corps, bon, ce qui est essentiel à la fécondation ou apporté à la grossesse. Bon. Alors, c'est une pratique, vous allez me dire, qui est culturelle, mais revenons-en à la culture, mais qui est quand même une pratique violente. Bon, parlons de culture. Combien de situations de violence ou d'approches méprisantes ou de considération, l'homme est supérieur, la femme est moindre, bon, enfin, tout ce créneau-là, qui proviennent de la culture, qui proviennent de nos croyances, qui proviennent d'une façon de penser, une façon de comprendre et une façon de croire, pour utiliser le mot, qu'il en est ainsi. Et moi, je pense que, Madame l'a fort bien évoqué, si certaines féministes peuvent paraître plus, comment je pourrais dire, guerrières, c'est que de défaire ces conceptions qui, justement, conduisent à des situations inadmissibles, c'est extrêmement difficile. C'est très dur, parce que les mentalités en sont baignées, en sont formées, et quand vous êtes éduqué depuis votre enfance avec une approche de la sorte, c'est très difficile à changer. Oui, puis alors, je dirais... je reviendrai à ma question de la réaction des femmes tout à l'heure, mais c'est une culture qui joue sur la nature. Bien sûr. Hein? Les femmes sont... je vais sortir une ânerie épouvantable, mais tout le monde y croit. Les femmes sont par nature fragiles, précaires, frêles, petites, à protéger. Oui. Hein? On joue sur... Et on dit c'est dans leur nature. Alors, c'est le pire des arguments, parce que c'est comme si c'était gravé pour toujours et puis qu'on ne pourrait pas le changer. Et que les féministes jouent beaucoup, là, sur quelque chose qui pourrait dénaturer la perception des femmes. Mais justement, quand vous parlez de l'utilisation parfois abusive et parfois aussi erronée du concept nature, c'est la nature d'être ainsi, il en est ainsi. Bon. On pourrait aussi, on le voit aujourd'hui, dans l'histoire, prenons l'histoire du Québec. Bon, on remonte dans le temps. Bon, la femme avait les enfants, portait les enfants, les éduquait à la maison et tout. Et l'homme, lui, était le pourvoyeur. Bon, comme Madame a évoqué, ça a bien changé, ça c'est certain. Mais on disait c'est dans la nature de l'homme d'être un chasseur-cueilleur et puis d'aller chercher ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ne font pas ça. Oui. Alors? Alors, ça veut dire qu'on on a cru ou on nous a fait croire qu'il en était ainsi, de toute évidence, et ce pour toujours. Mais c'est ça. Et on s'aperçoit que non. C'est pas tous les hommes qui sont des pourvoyeurs. C'est pas toutes les femmes qui sont à la maison et qui ont les enfants. Parce qu'évidemment, les choses ont bien changé. Le mouvement féministe ayant énormément aidé là-dessus, à faire comprendre que, attention à nos concepts, attention à nos façons un peu rapides de concevoir ce qu'est un homme, ce qu'est une femme et tout le reste. Voyons comment, en tant qu'être humain, on se comporte et comment, en tant qu'être humain, on est appelé à être égaux
à être égaux. Parce qu'il y a encore, on disait, même travail, même salaire. Mais encore aujourd'hui, c'est pas le cas. Non, c'est ça. C'est dans les textes, mais c'est pas Ah, encore... ben voilà. C'est pas Mais encore dans les comment mœurs. expliquez-vous, justement? Oui, c'est ça. C'est dans C'est les ça. textes, c'est bien dit, tout le monde est content. Mais dans la pratique quotidienne, on s'aperçoit que très souvent, les femmes, pour le même travail, sont moins payées que les hommes. Une autre image qui me traverse la tête, c'est, et vous parliez de l'histoire du Québec, j'allais dire, c'est la définition de l'homme est nomade, il va à la chasse, Ah, bien sûr. et il va voir d'autres femmes, il travaille comme bûcheron, et puis la femme, elle est gardienne des graines, hein, elle est du foyer, donc elle est sédentaire. Ça aussi, c'est vraiment une image qui nous traverse encore comme étant une image soi-disant naturelle. Le recours à la nature est quelque chose d'assez dangereux. Et quand, encore aujourd'hui, il y a des réactions, lorsque c'est une femme qui décide de mettre un terme à une relation affective ou conjugale, c'est comme si certaines personnes en sont encore étonnées. Elle a décidé cela. Comme si ça pouvait venir que de l'homme. C'est ça. Il n'y a que l'homme qui peut décider de rester, décider de partir, et puis la femme doit en assumer les conséquences. Mais ce n'est plus comme ça du tout. Oui. Quand je parlais tout à l'heure des incidents, plus qu'incidents, en Allemagne, à Cologne, avez-vous remarqué comment on a tout de suite dérapé sur « Ah, ça doit être des réfugiés syriens » qui sont en mal de pulsions sexuelles. On n'a pas, c'est pas le rapport homme-femme qu'on a désigné du doigt, c'est le rapport allemand intégrateur, dominant bien entendu, et puis les immigrants qui sont drainés de l'autre côté. Il y a toujours un dérapage. Oui. C'est un peu comme si on avait peur ou si on ne voulait pas regarder les choses en face. Ça prend comme une excuse, ça prend une raison, ça prend un alibi, à la limite, là, et pour essayer de comprendre un phénomène qui, en soi, est inacceptable. Que ce soit les Syriens, les Québécois, Ben oui, c'est inacceptable, c'est ça. de toute façon. C'est ça. Alors, moi, je pense que souvent, on n'ose pas dire tout haut ce qu'on constate tout bas. Oui. Alors, je reviens à cette espèce de silence, finalement. Alors, je parlais de dérapage, mais il y a une espèce de silence courtois qui fait qu'on est tranquillement conservateur dans ce domaine. Tout à l'heure, Mme Chagnon nous parlait de pratiques révolutionnaires, je pense. Révolutionnaires. Où sont-ils? Où sont-elles? Oui, c'est tout à fait juste. On a l'impression, par les temps qui courent, que l'utilisation l'utilisation du mot féminisme ou être féministe, comme si c'est encore présent, ce n'est pas mort, mais ça semble être moins effervescent, moins bon. Par ailleurs, moi, je peux vous assurer que travaillant, c'est peut-être que les choses se transforment aussi. Travaillant au niveau des nouvelles, à l'échelle internationale, où on parle moins de féminisme, le mot comme tel, un mot plus occidental, on parle du droit des femmes. On parle des injustices commises à leur égard et tout ça. Alors je me dis, est-ce que c'est pas... En tout cas, est-ce que le féminisme et le droit des femmes, c'est pas cousine germaine peut-être? En tout cas, il n'y a pas quelque chose. Parce que il y a certains pays où les femmes qui, comme vous le disiez, étaient mutilées, ou le sont encore, ou utilisées d'une façon sauvage. Bon, alors, avec l'éducation, justement, qui conduit parfois au changement de mentalité, au changement même de certains concepts culturels, les femmes se disent, oups, les femmes tranquillement, c'est déjà le cas, forment des associations, se regroupent et essaient de faire en sorte que ce genre d'abus soit dénoncé et ne se reproduise plus. Autrement dit, si on parlait
c'est une hypothèse. Si on parlait moins de féminisme et plus de la condition des femmes, on avancerait peut-être avec moins de résistance? Bien, il faut voir avec, je ne sais pas ce que Madame pourrait en penser. On va lui poser la question tout à C'est l'heure. sûr que lorsqu'il est question de conditions des femmes, il faut faire attention. Est-ce que ça veut dire que la condition des hommes, voyez-vous comment ça peut, à un moment donné, nous faire en sorte qu'on se sépare finalement? Chacun a sa condition, n'est-il pas vrai? Mais par le terme condition, on pourrait dire de la personne humaine. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, on a le droit d'être respecté, de ne pas être écrasé et manipulé ou utilisé. Quel que soit le sexe et le genre. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais il appert que, quand on regarde d'une façon, on pourrait dire statistique, si on veut, ce sont encore les femmes qui en font, qui en paient le prix, qui en sont les victimes. Peut-être une dernière question. L'impression que j'ai en tant que, comme tout le monde, observateur de la société qui m'entoure, c'est qu'elles sont moins passives et actives, et passives, c'est ça, et actives aussi d'ailleurs, vu leur rôle, leur position secondaire, qu'on ne le croit. C'est-à-dire qu'elles ont une influence qui n'a pas forcément besoin de se présenter à travers des visages masculins qui étaient dominants à l'époque pour faire avancer la société. Oui. Donc il y a aussi une transformation côté cuisine, pour reprendre les mots de Mme Chagnon tantôt. Parce que c'est pas... parce qu'on a l'impression qu'il y a comme un silence, ou il y a moins de... qu'il n'y a rien qui se passe. C'est pas mort. C'est peut-être en ébullition, peut-être que ça s'exprime d'une autre façon. Et actuellement, voyez-vous, les femmes sont... Il y a la condition des femmes, comme vous disiez. Mais les femmes, à travers le monde, sont très impliquées dans la question de la paix. Parce qu'on parle beaucoup de guerre un peu partout. Et les femmes s'impliquent au prix de leur vie. Le mot « vie », on va terminer là-dessus. On va aller rejoindre maintenant Mme Chagnon. Merci beaucoup pour cette entrevue si riche. Pour nous soumettre vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site Internet ou notre page Facebook pour des suggestions de lecture en lien avec le sujet de l'émission et pour des séquences vidéo inédites. Alors, mesdames, merci d'abord de ces deux morceaux d'entrevue, qui resteront des morceaux d'anthologie, bien entendu. On va essayer de dégager des perspectives d'avenir. Et l'idée que j'ai eue m'est venue d'une féministe. En tout cas, j'espère que vous allez conforter mon appréciation, Mme Payette. Oui, on peut dire que c'est une féministe. Et qui, dans Le Devoir du mois de novembre, a signé avec quelques autres femmes un article lançant un manifeste des femmes et pour passer de la colère au pouvoir. Là, on va essayer ça. On va essayer de passer de la colère au pouvoir. Mais Mme Payette dit, grosso modo, nous sommes tannés. Nous sommes tannés. Vous avez peut-être senti dans mes questions cette espèce d'impatience. On en a marre de vraiment pas réussir à prendre notre place dans la société. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vraiment, c'est ça? C'est la colère? Est-ce que c'est partagé par une majorité de femmes aujourd'hui? Et d'hommes, j'espère. Une majorité, j'espère. Je pourrais pas dire. Est-ce qu'il y a un sentiment d'impatience? Moi, je sais que je suis rendue là. Moi, il y a 10 ans, je n'étais pas pour les lois pour forcer la parité politique parce que je pensais très candidement que ça allait se faire tout seul, qu'on était rendu là, que maintenant les hommes étaient capables de voir que les femmes avaient des qualités. Et là, 10, 15 ans plus tard, quelques élections plus tard, les chiffres ne s'améliorent pas du tout. Et là, il arrive un moment où j'entends encore le discours de femmes moins compétentes que les hommes. Là, on l'a entendu, ça a été les lamentations lorsque Justin Trudeau a présenté son cabinet paritaire. Que d'hommes compétents a-t-on laissé tomber? Et là, j'arrive à un moment où j'en ai... moi, personnellement, là, j'en ai marre.
Je me dis, s'il faut serrer la vis pour que les gens comprennent, parce qu'en milieu de travail, on n'a pas eu le choix. En milieu de travail, il a fallu faire des lois sur l'équité salariale puis des lois sur l'équité en emploi. Il a fallu mettre des objectifs quantitatifs. On n'a pas parlé de quotas parce que c'est un terme un peu tabou, mais les employeurs refusaient de comprendre qu'il y avait des femmes compétentes qui existent et qu'on peut embaucher. Il a fallu les forcer, les menacer de sanctions pour qu'ils finissent par trouver les femmes ingénieurs et les femmes architectes qui existaient déjà. C'est que peut-être qu'on est rendu dans la politique. Oui, oui, dans ce prolongement-là. Moi, en écoutant ce que vous disiez, je me dis, après tout ce qui a été fait, après tout ce qu'on essaie de conscientiser, après tout, comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, parce que cet article-là est récent, il y a encore de l'incapacité ou il y a encore des constats qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se réaliser. Quel est donc le problème? Parce que des luttes, il y en a eu, puis il y en a encore. La société, elle est encore là. Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il faudrait éduquer davantage? Est-ce qu'il faut crier davantage? Est-ce qu'il faut agir davantage? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que on en arrive à dire, finalement, en bout de piste, on réalise qu'il y a des choses vraiment là, qui se sont faites, et même en espérant que, au niveau du travail, la qualité des femmes soit reconnue, au même titre que celle des hommes, au niveau du salaire et tout, pas parce que le patron est menacé, pas parce que sinon on va le dénoncer, mais parce que ça va de soi. On aimerait tant. Mais c'est angélique ce que je dis. C'est peut-être angélique, Jean. Peut-être que je rêve. Je rêve peut-être. Moi, c'est ce que je voudrais. Je pense que ça serait ça la normalité. Si on vivait dans ce monde égalitaire qu'on nous vend depuis tellement longtemps, oui. Puis si c'est vrai qu'on mesurait les gens à la hauteur de leurs compétences réelles, on n'aurait pas cette conversation-là. Parce que les femmes aussi compétentes que les hommes seraient payées avec auraient le même salaire, qu'on aurait des pourcentages beaucoup plus élevés de politiciennes parce qu'on ferait abstraction du sexe de la personne et on l'embaucherait en fonction de sa compétence, si c'était vrai que c'était la compétence qui était la première qualité qu'on regarde chez un être humain. Le constat, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les statistiques, quand on voit que dans des universités aussi prestigieuses que McGill, c'est encore impossible pour des femmes d'avoir des salaires équivalents pour le même travail que pour des hommes, on se dit, il y a un arbre qui nous cache la forêt. La compétence n'est pas la valeur qu'on utilise réellement pour mesurer ce que quelqu'un vaut. Et on nous ment quand on nous dit que on évalue quelqu'un selon sa compétence. Et c'est ça le problème. Et je pense que pour moi, ce que Mme Payette dénonce dans cet éditorial, pas un éditorial, mais dans ce papier-là, et l'organisation, le comité qui s'est réuni puis qui veut mettre de l'avant l'idée d'avoir des politiques obligatoires de parité politique, c'est de casser ce mensonge-là que c'est seulement la compétence qu'on garde chez les gens. Et puis, il ne faut pas que ça soit simplement ça y est, les femmes de service. Parce que c'est toujours comme ça qu'on essaie de retourner la chose. Oui, c'est qu'on dit, mais non, il ne faut pas mettre de quotas parce que là, on va être obligé d'embaucher n'importe qui, puis ça va être des femmes. Et on revient toujours à cette idée-là. Quand quelque part, les femmes ne sont pas aussi compétentes que les hommes, parce que si elles étaient aussi compétentes que les hommes, on les aurait déjà embauchées. Donc, les quotas, c'est une prime à l'incompétence. Il y en a qui l'ont carrément dit comme ça. Moi, je reviens toujours à la même chose. C'est un mensonge de dire que la compétence est la seule chose qu'on regarde chez quelqu'un pour déterminer si oui ou non on le veut. Puis il faut en finir avec ce mensonge-là. OK. Alors, il y a ceci dit, je vais prendre le biais d'un livre que je voulais présenter tout à l'heure, mais j'ai commencé maintenant. Donc, ça vient de sortir aux éditions Remue Ménage, qui sont des éditions féministes, militantes. Et montréalaises, merci beaucoup. Le sujet du féminisme est-il blanc? Oh! Bon, alors, j'ai envie de vous faire une provocation. Le voile, est-ce que ça a un peu obscurci le ciel montréalais, justement? Le débat sur le voile, la charte, etc. Est-ce qu'il y a, par rapport
à l'émancipation des femmes ou l'égalité, leur lutte pour l'égalité, bang, arrive une problématique qui, pour le moins, n'a pas fait du bien dans le décor, non? Oh non, mais ça a été un déchirement profond chez les féministes parce que y a deux façons d'appréhender le voile, puis dépendant de comment on se situe nous-mêmes, on va avoir un discours, puis on va avoir une vision du voile puis c'est pas compatible. C'est comme si c'est des discours qui réussissent pas à se rejoindre parce que pour les féministes laïques, qui voient le voile vraiment comme une menace ou comme un objet de répression, l'enjeu, c'est pas les femmes qui portent le voile, c'est l'objet voile lui-même. Alors que pour les féministes, entre autres les féministes racisées ou les féministes qui sont minorisées, la femme qui porte le voile devrait être à l'avant. Ça devrait être à elle qu'on pense en premier. Puis quand on essaie de réconcilier ces deux discours-là, moi, en tout cas, pour le moment, je le fais pas très bien. C'est pas un succès. OK. Parce que quand on cumule des différences, on finit par créer des sacrés fossés, non? Oui, et on finit par banaliser. Hein? À un moment donné, c'est comme... bon. Mais moi, je reviens à la question du voile. Comme je disais précédemment, pour moi, le voile, c'est d'abord et avant tout une question, une pratique, disons une pratique reliée à une conception religieuse. Bon. Et qui dit conception religieuse, qui dit foi, qui dit exercice d'un rituel ou de pratique, c'est extrêmement difficile à déloger. Extrêmement difficile parce que c'est quelque chose qui est incarné là depuis, je ne sais pas combien, centaines d'années, et de milliers d'années même, et qui, dès l'enfance, est enseigné. Alors, changer la question du voile, c'est changer la conception qu'on peut avoir d'un critère religieux. Et ça, pour moi, c'est très, très difficile. OK. Je veux dire, indépendamment, là, ou en relation, ça dépend de quel point de vue on se place, avec la question du féminisme et tout ça, il y a une réflexion, là, d'abord, à regarder. On ne peut pas demander à ces femmes-là, qui sont dans un processus culturel qui est le leur, de penser comme une occidentale. Parce que c'est... Comment je pourrais dire? C'est très difficile, en tout cas. Très difficile. Okay. Au même titre que nous... Parce que c'est très profond, c'est très ancré. Oui, c'est profond. Et moi, je pense que nous, on a avantage aussi à mieux comprendre dans cette tradition pourquoi le voile est porté, à quoi ça fait référence, etc., etc. Il y a d'ailleurs des femmes musulmanes et autres qui portent le voile et qui ont témoigné et qui ont dit « Nous, on est bien avec ça ». Elles se sentent en accord avec leur tradition. Alors, bien sûr qu'on peut dire on leur impose de porter ça et c'est contre leur gré. Bon. Mais il reste que ce ne sont pas toutes les femmes voilées qui sont malheureuses. Certaines d'entre elles, ça fait partie de ce qu'on leur a dit de faire, de croire et de pratiquer. Moi, je pense qu'il faut... Maintenant, avec la montée des immigrants qui arrivent et tout ça, on n'aura pas le choix d'avoir aussi un regard sur les traditions que ces gens-là portent. J'ai envie de remonter vers une éclaircie. J'ai parlé de ciel obscur tout à l'heure. J'ai l'impression, mais vous allez ou conforter ou contester, j'ai l'impression qu'il y a eu un virage dans l'action de la société québécoise sur elle-même, avec l'histoire des étudiants, les casseroles, les thés, etc. Et j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, il a commencé à se révéler des jeunes pousses féministes. Est-ce que c'est une image un peu trop éthérée que j'ai ou... Je pense qu'elles étaient là. Oui, avant. c'est ça. Je pense qu'il y avait... Tout était déjà en place. Puis 2012... Comme d'autres grands moments, comme mai 67, c'est des moments qui permettent l'émergence de nouveaux leaders. Hein? C'est
c'est des moments d'effervescence où il y a des jeunes voix qui peuvent se faire entendre, parce que là, tout d'un coup, les caméras se branchent sur elles, parce qu'elles représentent le changement, le mouvement. Elles ont réussi à fédérer des forces autour d'elles. Puis ça a été pour ça 2012. Puis je pense qu'on n'a pas fini d'avoir les effets, parce que, bon, il y a déjà des jeunes leaders de 2012 qui ont commencé à s'affirmer dans les médias. Gabrielle Nadeau-Dubois est partout, Martine... Oui, mais les femmes ne sont pas tout à fait partout. C'est toujours la même chose. Les leaders masculins ont toujours un peu plus de facilité à garder l'œil des caméras sur eux que leur contrepartie féminine. Mais on a vu, bon, il y a Aurélie Lanctot qui a émergé aussi depuis 2012, qui faisait partie des étudiantes qui militaient pendant ce temps-là. Donc, et puis c'est ça qui est bien. En tout cas, il y a plusieurs choses, selon moi, qui sont bien dans ce genre d'événement-là, mais ça, c'est une des choses que je vois très positive, parce que ces jeunes leaders-là fédèrent des forces autour d'eux. Puis souvent, pour des jeunes qui veulent militer ou qui veulent se réunir ou qui veulent agir en collectif, d'avoir des figures de leadership comme ça les aide à s'organiser et à se rassembler. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, nous, on le constate chez nous à l'IRF, il y a une habilité à fédérer les jeunes, les jeunes, on parle des adultes de 20 à 30 ans, qui, selon moi, est plus forte que jamais. Moi, on le voyait déjà avant, mais depuis 2012, je suis d'accord avec vous que tout d'un coup, tout ça a comme sorti au grand jour, où les médias ont commencé à s'y intéresser. Les médias plus mainstream ont fini par réaliser que ces phénomènes-là existaient, puis je pense que ça a contribué à nous donner l'impression qu'ils venaient d'émerger. Mais c'est très... nous, on le constate chez nous tout le temps. Il y a un désir de prendre la parole, puis il y a un militantisme qui est très fort chez nos étudiants. Et qui n'est pas né à partir d'une revendication féminine ou féministe, qui est né simplement à l'occasion des droits de scolarité, et la fin du gouvernement Charest. Autrement dit, est-ce qu'une des chances du féminisme, c'est pas justement de se greffer constamment, de s'intégrer aux mouvements sociaux généraux qui réunissent hommes et femmes, finalement? Mais moi, je pense que, de toute évidence, le féminisme, là, je le prends avec des pinces, le féminisme est de toute évidence rattaché à tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, c'est rattaché à la culture, c'est rattaché à la politique, c'est rattaché à l'emploi, c'est rattaché aux relations humaines, etc. C'est pas le féminisme qui surplombe quelque chose. Forcément, ça s'enracine. Et moi, je pense que dans les débats aujourd'hui qu'on a à différents niveaux, que les femmes y soient davantage ou mieux à l'occasion représentées, c'est déjà un signe d'enracinement, de présence et de prise de parole aussi. D'ailleurs, là, lorsqu'il est question d'arriver à un certain pouvoir, le mot pouvoir en soi peut faire peur on va dire accès à des leviers pour agir. Ça peut faire peur à certaines personnes. C'est vrai. Il y a une façon noble et sage d'exercer le pouvoir. On n'est pas obligé on pourrait prendre le mot de l'Indien, la capacité. Bon. Capabilité, vous faites comme il dit. Oui. C'est ça. Comme ça, on aura moins peur du mot. Et j'aimerais dire, et là, je ne me ferai pas aimer, mais je ne suis pas ici pour me faire aimer. Dans ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur le mensonge au sujet de l'évaluation de candidats à l'emploi, quel qu'il soit, c'est pas toujours nécessairement que le bon CV ou les bonnes notes. Mais je pense qu'il y a des hommes qui ont été engagés dans certains endroits et qui n'avaient sûrement pas les mêmes capacités ou les mêmes prérogatives au niveau là, de la capacité de faire que certaines femmes qui n'ont pas été retenues. On terminait tout à l'heure sur la vie, alors que tout le long de l'histoire, les femmes ont en arrière-scène, comme on dit, donc c'est peut-être qu'elles n'aiment pas les shows, j'en sais rien, mais en tout cas, elles ont été... c'est elles qui ont permis
à l'autre genre ou l'autre sexe, on ne va pas débattre de ça aujourd'hui, d'être sur la scène et de pouvoir agir, non? Bien, ça a été un travail d'équipe. Je veux dire, cette espèce d'idée-là de complémentarité était tellement efficace, elle est tellement... Parce que à partir du moment où c'est le travail dans l'espace public qui est rémunéré et qui est considéré important, c'est important d'avoir une structuration des choses qui permettent aux hommes d'occuper au maximum cet espace-là. S'ils ont quelqu'un à l'arrière-plan qui s'occupe de leurs enfants, de leur ménage, de leur lavage, je veux dire, ça leur libère un temps extraordinaire. Ça c'est la théorie du sexage là, qui a été mise de l'avant, entre autres, par Guillaumin, que vraiment la mise en service des femmes, globalement, là, ça n'a pas profité à tous les hommes toujours de la même façon, on s'entend, là, mais cette espèce de création de la classe des femmes, c'est ce qui a permis la classe des hommes. Puis, je veux dire, dans toutes les civilisations où les hommes ont pu avoir beaucoup de temps pour réfléchir, pour penser, pour créer, pour concevoir, c'est parce qu'il y avait quelqu'un quelque part qui s'occupait de laver leur linge. Et j'espère que ce sera le moins possible derrière, désormais. En tout cas, on va initier la chose. J'ai pris des livres, et comme d'habitude, la tradition maintenant à Dialogue, c'est pas des livres dont m'ont inondé les éditeurs. C'est des livres qui ont été travaillés, écrits, raturés, imprimés, etc., et que j'ai lus et que j'ai pensé utiles par rapport à cette problématique-là. Mais peut-être dans une perspective qui va peut-être en surprendre certains. Alors, par exemple, Vie des Arts, qui a donc publié, ça c'est la revue que vous connaissez peut-être, qui a publié une revue, un numéro spécial sur l'amour fou entre Camille Claudel et Rodin, dont on dit toujours que Rodin était un type extraordinaire, sauf qu'il l'a rendu cinglé. Faut pas oublier ça non plus. En tout cas, c'est une affaire à suivre au niveau de l'interprétation, parce que quand même... la revue Relations, qui a fait donc l'année dernière un numéro sur féminisme, état des lieux. Là, vous pourrez toujours retrouver ça dans les bibliothèques. Ah, alors ça, c'est mon coup de foudre. Madame Annie Leclerc, qui a écrit avec Madame Cardinal, Marie Cardinal, et Paroles de femme. Elle a écrit Épousailles. S'il y a quelqu'un qui a su chanter la condition féminine, c'est vraiment un chant. Alors moi, je relis ça régulièrement en me disant, si je pouvais avoir son style, je serais plus convaincant. C'est ma partie féminine, peut-être. Madame Françoise Héritier, quel drôle de nom d'être s'appeler Héritier, mais c'est quelque chose. Homme, femme, construction de la différence, c'est aux éditions Le Pommier, vous savez, c'est les éditions de Michel Serres. Ici, on revient au Québec, les éditions Remue-Ménage, dont on a parlé tantôt déjà avec le sujet du féminisme est-il blanc. Les femmes changent la lutte au cœur du printemps québécois, c'est 2012. Deux affaires qui me touchent particulièrement. Quelqu'un plus tard se souviendra de nous. C'est un vers de Sappho et c'est un recueil de poésie, pas seulement de femmes de l'Antiquité adeptes du saphisme, c'est pas du tout ça, mais c'est une certaine poésie féminine. Ça peut être intéressant de consulter ça, c'est chez Gallimard. Et puis ça, c'est peut-être en hommage à ma chère épouse, qui est artiste elle-même. On a commencé par Camille Claudel, on finit par les femmes et la création artistique. Elle sera poète, elle aussi. Le Jour éditeur, il y a d'ailleurs plusieurs livres sur ça, comment même dans le milieu artistique, les femmes ont beaucoup plus de mal que la gente masculine à se faire une place, à se faire un renom, à se faire critiquer dans la limite du raisonnable, bien entendu. Alors, merci beaucoup. Vous pourrez aussi vous référer à la page Facebook sur Internet, parce que nous allons prolonger cette émission avec 10 minutes de conversation avec Thérèse Miron et puis Rachel Chagnon. Sur les politiques publiques et peut-être ce qu'il faudrait faire dans les médias pour accompagner la surrection de ces politiques publiques. Alors merci de nous avoir accompagnés sur l'émission Dialogue consacrée aujourd'hui à la réalité des femmes et des féministes. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.